Mon père, le célèbre général Harrison Knox, ne s'est pas contenté de me bannir de la fête de mon propre frère. Il a glissé un verre glacé dans ma main, et a chuchoté, la véranda est faite pour les déceptions. Ce que lui, et tous ses invités bardés de décorations, ignoraient, c'est que cette déception est, aujourd'hui, la personne que le Pentagone craint le plus. Voici mon histoire. Je m'appelle Taylor Knox, et j'ai 32 ans. Pendant ces 3 dernières heures, j'ai conduit à travers les denses forêts de pins, de Caroline du Nord, en direction d'un endroit que j'appelais autrefois ma maison, Fayetteville. L'air, qui s'engouffrait par ma fenêtre ouverte, était lourd, transportant l'odeur des aiguilles de pin et de la terre humide, une odeur qui, autrefois, signifiait la sécurité. Aujourd'hui, cela ressemblait à un avertissement. Alors que j'engageais ma berline dans leur rue, l'odeur a changé. Elle est devenue, instantanément et puissamment, familière. Le parfum doux et fumé du porc, cuisant lentement sur un barbecue au charbon de bois. La fête, en l'honneur de mon frère, battait déjà son plein. À travers les haies taillées, je pouvais voir l'arrière-cour de la maison de mes parents, une vaste demeure coloniale en briques, grouillante de vie. Des rires, aigus et bruyants, ponctuaient le bourdonnement sourd des conversations. C'était le son d'un monde, auquel je n'appartiens plus. J'ai pris une grande inspiration, mon cœur formant un nœud serré, dans ma poitrine. Être invisible, tout simplement. Traverser cette épreuve. Dire bonjour, féliciter Caleb, et partir. C'était un mantra que je m'étais répété, pendant tout le trajet. J'étais venu par sens du devoir, ou peut-être, pour quelque chose de plus insensé, une infime et tenace lueur d'espoir, que cette fois-ci, ce serait différent. Entrer à l'intérieur, c'était comme pénétrer, dans une autre dimension. La climatisation fut un choc thermique, et la maison était remplie, de la joyeuse cacophonie de la célébration. Des officiers, dans leurs impeccables uniformes de cérémonie, se tenaient en cercle confiant, leurs épouses à leur côté, vêtues d'élégantes robes d'été. Ils gravitaient tous autour d'une seule personne, le centre gravitationnel de cet univers. Mon jeune frère, le capitaine Caleb Knox, le fils prodige du général Harrison Knox. Il riait, ses dents formant un éclair blanc, ses épaules larges et fortes. Il était tout ce que, moi, j'étais censé être. Je me suis déplacé le long des murs, de la pièce, comme un fantôme, mes mouvements étant habitués et silencieux. J'ai vu ma mère, une vision de la grâce du Sud, remplissant un bol de punch, son sourire ne faiblissant jamais. Ses yeux ont balayé la pièce, et sont passés directement sur moi, non pas par cruauté, mais parce qu'elle ne me cherchait tout simplement pas. Mon objectif était le buffet des boissons. Je voulais juste un verre de thé glacé, quelque chose de froid à quoi me raccrocher. Alors que je tendais la main, vers la grande carafe en verre perlé de condensation, ma tante Margaret m'a vu. L'espace d'une fraction de seconde, ses yeux ont croisé les miens, et, en eux, j'ai vu un éclair de pitié, brut et indéniable. Elle s'est immédiatement détournée. Ce regard disait tout. Dans cette maison, ma présence n'était pas une joie. C'était un inconvénient, qu'il fallait gérer. L'appel pour le dîner a retenti. Une douce vague de mouvement a guidé tout le monde, vers l'arrière de la maison, où de longues tables avaient été dressées, sous le chêne majestueux, décoré de nappes blanches empesées, et de centres de table patriotiques. Je me suis attardé près de la porte, sachant pertinemment, qu'il n'y avait aucun marque-place à mon nom. C'est à ce moment-là, que je l'ai senti. Je n'avais pas besoin de le voir. Je pouvais ressentir le changement, dans l'atmosphère. Mon père, le général Harrison Knox, se déplaçait avec une autorité inébranlable, qui forçait le respect, dans les salles de guerre, et sur les terrains de parade. Il s'est arrêté à côté de moi, ses chaussures noires cirées étincelantes. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement posé sa main, sur mon épaule. Ce n'était pas un contact chaleureux, et affectueux. C'était la main ferme, et calleuse, d'un commandant, une pression directrice, qui était à la fois douce, et absolue. Il m'a dirigé, sans dire un mot, loin des tables à manger, et vers la porte vitrée coulissante, qui menait à la véranda arrière. Lorsque nous avons atteint le seuil, il s'est penché, son visage tout près de mon oreille. Sa voix était un murmure bas, et glacial, une fréquence destinée uniquement à moi. Caleb a travaillé dur, pour cette soirée, a-t-il murmuré, son haleine sentant légèrement le bourbon. Ne laisse pas ton ombre, planer sur elle. Ta place est dehors. Puis, tout aussi rapidement, il avait disparu. Il s'est retourné,
sa posture se redressant, son visage reprenant le masque du parfait et génial hôte. Il m'a laissé là, figé, ses mots résonnant dans l'espace silencieux qu'il avait créé. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre d'exil. Le métal de la chaise pliante était froid et implacable, contre mes jambes. C'était le seul meuble de la véranda, installé à côté de l'imposant et silencieux barbecue à gaz. Le doux sifflement de la bouteille de propane était mon seul compagnon. D'ici, j'avais une vue panoramique parfaite de la fête, à travers la grande porte vitrée. C'était comme regarder un film muet d'une vie que j'étais censé avoir. J'ai vu mon père lever son verre, sa voix résonnant comme un grondement, étouffé mais puissant. Je pouvais lire sur ses lèvres, et former les mots, dans mon esprit. Il portait un toast à Caleb. Le fils, qui perpétue l'héritage des Knox, avec honneur et distinction. Un chœur d'acclamations et d'applaudissements a suivi. Ma mère rayonnait, ses yeux brillants de fierté. Et puis, l'écran d'un grand projecteur sur la pelouse s'est allumé, et, pendant un bref et stupide instant, mon cœur a bondi. Peut-être que c'était un diaporama. Peut-être qu'il y aurait une photo de nous, enfants, un moment oublié de notre enfance partagée. Mais ce n'était pas un diaporama. C'était une seule photographie, prise par un professionnel. Un nouveau portrait de famille. Il y avait 3 personnes dessus, debout devant cette même maison, parée de lumière de Noël. Le général Harrison Knox, sa femme à ses côtés, et leur fils, le capitaine Caleb Knox. Eux 3, souriants, parfaits. La photo avait été prise à Noël dernier, des mois après mon passage à la maison, pour une visite brève étendue. Ils n'avaient pas simplement oublié de m'inclure. Ils avaient activement, et délibérément, attendu que je sois parti, pour créer cette nouvelle histoire officielle, un registre mis à jour de la famille, avec la pièce défectueuse retirée. Je suis resté assise là, la glace de mon thé sucré désormais complètement fondue, le verre tiédissant dans ma main engourdie. Les rires de la fête semblaient lointains, étrangers. Ils m'avaient effacé. Dans le cercle chaleureux et lumineux de l'amour de ma famille, je n'existais pas. Je regardais à travers la vitre, mes yeux trouvant le visage de mon père. Il riait de quelque chose qu'un autre officier avait dit, la tête rejetée en arrière. Ses yeux, même à cette distance, semblaient froids. Ce regard froid et dédaigneux. Je l'avais déjà vu une fois, il y a 8 ans, dans une pièce qui sentait l'acajou et la trahison. Comment une décision, qui sauve des vies, devient-elle le péché, qui ruine votre existence? La réponse à cette question ne se trouvait pas sur un champ de bataille, mais dans le bureau de mon père, il y a 8 ans. Le souvenir est si vif, que c'est une cicatrice, gravée dans mon esprit. C'était la nuit, dans la forêt entourant West Point. Une pluie froide et implacable tombait, transformant les terrains d'entraînement familiers en un paysage traître, de boue et d'ombre. Nous étions des cadets, engagés dans un exercice de navigation nocturne, un test final de nos compétences en guerre terrestre, avant la remise des diplômes. J'étais en tête, dirigeant mon escouade. La carte topographique, qui nous avait été distribuée, était ancienne, le papier étant mou, et usé au niveau des plis, mais je faisais confiance à ma boussole. Je faisais confiance à ma formation. Je faisais confiance à ce sens de l'orientation inébranlable, qui avait toujours été ma force. Nous avancions en silence, avec pour seul bruit, le gargouillement de nos bottes dans la boue, et le crépitement régulier de la pluie, sur nos casques. Puis, j'ai ressenti un frisson de malaise, une peur glaciale, qui n'avait rien à voir avec la météo. Quelque chose n'allait pas. Je me suis arrêté, levant une main pour stopper l'escouade, et j'ai baissé les yeux vers la carte, sous la faible lueur rouge de ma lampe stylo. Un ruisseau, qui aurait dû se trouver sur notre gauche, était sur notre droite. Une ligne de crête, qui était indiquée comme une pente douce, était, en réalité, une inclinaison raide et rocailleuse. La carte était, dangereusement, inexacte. Ma voix était basse, mais claire, dans le combiné radio. Commandement, ici Knox. J'arrête le mouvement, pour revérifier la position. Il y a une divergence, entre la carte et le terrain. La réponse de notre officier superviseur, le lieutenant Miller, a été immédiate et dédaigneuse. Négatif, cadet Knox. Faites confiance à vos instruments. Poursuivez l'objectif. Ne retardez pas la formation. J'ai hésité.
Un ordre était un ordre, mais le sentiment que quelque chose clochait était écrasant. Un poids physique, dans mes tripes. J'ai levé les yeux de la carte, scrutant l'obscurité balayée par la pluie devant moi, et je l'ai vu. Un faible scintillement de lumière intermittent, là où il n'aurait dû y avoir que des arbres. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je savais ce que c'était. C'était le feu d'avertissement, pour un champ de tir à balles réelles, la zone d'entraînement d'une autre unité. Nous marchions, directement, dans leur ligne de mire. À terre. Les mots se sont arrachés de ma gorge, brute et primaire. Je n'ai pas attendu qu'ils obéissent. Je me suis jeté en avant, poussant le cadet devant moi, un gamin nommé Peterson, sur le sol. J'ai jeté mon corps sur le sien, le plaquant fermement, contre la terre glissante et mouillée. Une fraction de seconde plus tard, l'air au-dessus de nous s'est déchiré, avec le bruit des tirs d'armes automatiques. Une rafale de balles traçantes, de brillantes traînées vertes dans la nuit, a cisaillé l'espace, là où se trouvaient nos têtes, quelques instants auparavant. Nous étions cloués au sol, l'odeur de la cordite se mêlant au parfum de la terre mouillée, mon cœur martelant violemment mes côtes. J'avais désobéi à un ordre direct, et je venais de sauver 3 vies. Il n'y a pas eu de cour martiale formelle, ni de commission d'enquête. Il n'y a eu que le silence étouffant, du bureau de mon père, à West Point. La pièce sentait le vieux cuir, l'acajou, et l'encaustique au citron. C'était l'odeur du pouvoir, et de la tradition. 3 personnes étaient présentes. Mon père, le général Harrison Knox, assis derrière son immense bureau. Le lieutenant Miller, se tenant rigidement au garde-à-vous, et moi, debout au centre de la pièce, mon uniforme encore humide. Miller, le visage pâle mais la voix assurée, avec une confiance répétée à l'avance, a présenté sa version des faits. Il a brossé le portrait d'une cadette qui avait paniqué, qui s'était désorientée, à cause des mauvaises conditions météorologiques. Il a décrit mon avertissement comme une crise d'hystérie, et mes actions comme un comportement imprudent, qui a mis en danger toute l'escouade. Il a menti. Il a menti calmement, professionnellement, et sans la moindre hésitation. Pendant tout ce récit, mon père ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Son regard était fixé sur le rapport officiel, que Miller avait déposé sur son bureau, un document proprement dactylographié, et rempli de mensonges accablants. Il n'a pas demandé ma version de l'histoire. Il n'a remis en question aucun mot du récit de Miller. Son silence était devenu une chose physique, une enclume pesant sur ma poitrine, écrasant l'air de mes poumons. C'était plus terrifiant que n'importe quelle accusation, plus définitif que n'importe quel verdict. Son silence signifiait qu'il avait déjà choisi un camp, et ce n'était pas le mien. Il avait choisi le système. Il avait choisi de protéger la réputation d'un officier commissionné, au détriment de la vérité, venant de sa propre fille. Lorsque Miller a eu terminé, le silence s'est étiré, lourd et insoutenable. Enfin, mon père a parlé. Sa voix était égale, dépourvue de toute émotion, le ton calme et mesuré, d'un homme prenant une décision stratégique. Le problème ici, n'est pas de savoir qui tu as sauvé, Taylor a-t-il dit, levant finalement les yeux pour croiser les miens. Le problème est que tu as fait paraître un officier commandant, bien trop faible. Tu as brisé la chaîne de commandement. Il a fait glisser, une simple feuille de papier, sur la surface polie de son bureau, un formulaire de retrait volontaire. À côté de celui-ci, il a placé un lourd stylo à plume noire. Signe-le, a-t-il dit. Invoque des raisons personnelles. Ce sera plus propre pour tout le monde, pour l'académie, et pour cette famille. Les larmes, que j'avais refusé de verser dans la forêt, brûlaient maintenant mes yeux. Ma voix était un murmure, étouffé. Et qu'en est-il de la vérité, papa? Pour la première fois, de toute la réunion, son expression a changé. Ses yeux, les mêmes yeux que j'avais hérités, se sont transformés en glace. La chaleur d'un père avait disparu, remplacée par le froid calcul d'un général. La vérité, a-t-il dit lentement, chaque mot étant une pierre soigneusement placée, est ce que la personne en autorité décide qu'elle est. Et en ce moment même, tu n'as aucune autorité. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où vous réalisez que votre vérité, que les faits même de ce qui s'est passé, n'ont tout simplement aucune importance, pour les personnes qui ont le pouvoir sur vous. Il a poussé le stylo, plus près de moi. Signe ce papier, pour l'honneur de cette famille. Ma main tremblait, alors que je ramassais le stylo.
Son poids me paraissait, tout simplement, impossible. C'était une arme, pointée vers mon propre avenir. J'ai regardé mon père, cherchant une lueur de doute, une trace d'amour, un signe qu'il était forcé de faire cela. Je n'ai rien trouvé, seulement la détermination inflexible d'un homme, protégeant son héritage. J'ai signé mon nom. L'encre a bavé sur la page, une ultime tache sombre, sur mon rêve. Avec ce seul trait de plume, je ne quittais pas seulement West Point. Je signais l'arrêt de mort, de ma propre âme. Ma signature m'a condamné. Ils croyaient m'avoir effacé, m'avoir enterré sous le poids de leurs mensonges. Mais, ils ignoraient une chose. Quand vous n'avez plus rien à perdre, vous pouvez devenir n'importe qui. Et moi, j'ai choisi de devenir un fantôme. Pendant 3 semaines, après avoir quitté West Point, le monde n'avait aucun grand dessein à m'offrir. Ma nouvelle réalité, c'était le service de 23h à 7h du matin, dans un Waffle House, près d'une sortie d'autoroute isolée, à l'extérieur de Richmond, en Virginie. L'air, saturé par l'odeur du bacon grésillant, et du café brûlé, s'accrochait à mes vêtements, et à mes cheveux. Ma vie se mesurait, en recharge de café, et en commande de galettes de pommes de terre, éparpillées, étouffées, et recouvertes de fromage. Je passais mes nuits, à essuyer le sirop collant, sur les comptoirs en stratifie. Mon reflet n'était plus qu'une version pâle, et évidée, de la femme que j'étais autrefois. La honte, agissait comme une fièvre légère et constante. J'avais touché, le fond. Une nuit, alors que je passais la serpillière sur le sol à damier, mon téléphone jetable et bon marché, a vibré dans ma poche. Un numéro masqué. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose, m'a poussé à répondre. Est-ce bien Knox, a demandé, une voix de femme. Elle était calme, posée, et dépourvue de toute émotion. Qui est-ce, ai-je répondu, ma voix étant rauque, par manque d'usage. Elle a ignoré ma question. Soyez à cette adresse demain, à 14h précise. Venez seul. Elle m'a donné une adresse à Arlington, et a raccroché. Le lendemain, j'ai pris un bus Greyhound, avec mes maigres affaires rangées, dans un seul sac à dos. L'adresse menait à un immeuble de bureau, fade et quelconque. Le genre d'endroit, devant lequel on pourrait passer 1000 fois, sans jamais le remarquer. À l'intérieur, la femme du téléphone m'attendait. Elle s'est présentée, comme étant le commandant Evelyn Shaw. C'était une femme à l'approche de la cinquantaine, avec des yeux perçants et intelligents, à qui rien n'échappait. Elle n'a pas perdu de temps, en politesse. Elle m'a fait signe de m'asseoir, et, sur la table de conférence entre nous, elle a étalé mon dossier. Il était étonnamment épais. Nous avons lu vos rapports, Knox, a-t-elle dit, sur un ton très professionnel. L'officiel, ainsi que l'officieux. Le rapport officiel, affirme que vous étiez indiscipliné, un véritable boulet. L'officieux, reconstitué à partir d'entretiens de terrain avec votre escouade, affirme que vous avez sauvé 3 vies. Elle s'est penchée, légèrement en avant. Le drame ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les résultats. Vous avez obtenu des résultats sous la pression, et vous avez été puni pour cela. Cela vous rend particulièrement qualifié pour ce que nous faisons. Elle a poussé un lourd classeur à travers la table. La couverture était vierge. Voici la division Orion, a-t-elle déclaré, sa voix baissant d'un ton. Officiellement, nous n'existons pas. Vous ne détiendrez aucun grade. Vous ne gagnerez aucune médaille. Vous ne recevrez aucune reconnaissance publique pour vos services. Votre nom, Taylor Knox, sera effacé de toutes les bases de données fédérales. Vous allez, à toutes fins utiles, devenir un fantôme. Elle a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'imprégner en moi. En échange, vous aurez un but. Vous exécuterez des missions que personne d'autre ne peut accomplir, dans des endroits où personne d'autre ne peut aller. Vous serez un scalpel, agissant dans l'obscurité. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens, et, pour la première fois, j'ai vu quelque chose, au-delà du détachement professionnel. C'était une honnêteté crue, et brutale. Nous ne sommes pas votre famille, Knox. Nous ne vous aimerons pas, mais, nous ne vous mentirons jamais, au grand jamais. Une vie sans mensonge. C'était la seule chose que mon père, avec tout son pouvoir et son prestige, n'aurait jamais pu m'offrir. J'ai ouvert le classeur, et j'ai signé le contrat, sans la moindre hésitation. Les années qui ont suivi, furent un processus d'effacement,
et de reconstruction. J'ai appris à mourir, afin de pouvoir renaître. Ma formation ne portait pas sur les armes à feu ou le combat, ces compétences que mon père vénérait. Elle portait sur les arts subtils, de l'influence et de l'invisibilité. J'ai appris à analyser des pétaoctets de métadonnées pour prédire le prochain mouvement d'une personne. J'ai appris à m'asseoir dans une aire de restauration animée du centre commercial Tyson S. Corner pendant 6 heures d'affilée et à rester complètement invisible, tel un fantôme, dans la machine. Mes instructeurs m'ont appris à construire un alias crédible, un nouveau nom, une nouvelle histoire, une nouvelle personnalité, en 24 heures seulement, et comment le démanteler tout aussi rapidement, sans laisser de traces. J'ai appris à repérer un officier de renseignement étranger, non pas par l'arme qu'il portait, mais par la façon précise dont il tenait sa tasse d'espresso, dans un café de Georgetown. Je suis devenu une experte des espaces entre les choses, des vérités cachées à la vue de tous. Je n'étais plus un soldat. J'étais une analyste, une observatrice, une main invisible. Parfois, tard dans la nuit, je surprenais mon reflet dans une fenêtre assombrie, et je ressentais un choc de dislocation. La femme qui me regardait était une étrangère. Ses cheveux avaient changé de couleur, une demi-douzaine de fois. Ses yeux, autrefois brillants de l'idéalisme d'un cadet de West Point, étaient maintenant mornes, analytiques et vides. J'avais perdu Taylor Knox. Elle était une victime, enterrée dans une tombe anonyme, de mensonges et de trahison. Mais, à sa place, quelque chose d'autre avait grandi. C'était une force tranquille et froide, un pouvoir qui ne provenait pas d'un grade sur un uniforme, ou d'un nom gravé dans les livres d'histoire. C'était le pouvoir d'être sous-estimé, de passer inaperçu. C'était un pouvoir que mon père, avec toutes les étoiles brillant sur ses épaules, ne pourrait jamais, au grand jamais, comprendre. Shaw avait dit qu'il ne me mentirait jamais. Elle avait aussi dit qu'il ne m'aimerait pas. Mais, après une mission particulièrement brutale à San Diego, elle a prouvé que certaines vérités sont plus complexes qu'elles n'y paraissent. Elle m'a convoqué dans son bureau, et a posé une question que personne, pas même mon propre père, n'avait jamais posée auparavant. C'était une question qui allait, une fois de plus, commencer à tout changer. Je venais tout juste de rentrer, d'une mission à San Diego. C'était un succès, techniquement parlant. J'avais sécurisé le disque dur crypté, que nous recherchions, mais cela avait été chaotique. J'avais commis une erreur tactique, dans un entrepôt, en bas près des chantiers navals, une erreur qui m'a presque coûté la vie, et m'a laissé une cicatrice brûlante, et hideuse, en travers de l'épaule. La douleur était un élancement sourd, et constant, un rappel physique de mon imperfection. J'étais dans la salle de débriefing, au fond du bunker sans fenêtre, qui servait de quartier général à Orion. La seule lumière provenait de la froide lueur artificielle, des panneaux fluorescents au plafond. Le seul son était le bourdonnement bas et régulier des bails de serveurs qui tapissaient les murs, le battement de cœur mécanique du bâtiment. J'ai remis mon rapport de fin de mission au Major Shaw, devenu désormais le colonel Shaw, après une récente promotion, passée sous silence. Le rapport était concis, factuel, et omettait toute mention de ma propre peur. Je me tenais debout, devant son bureau, mon corps rigide, ma posture étant absolument parfaite. J'étais préparé, pour la critique inévitable, la dissection dure, et systématique, de mon erreur. C'était la méthode militaire. C'était la méthode de mon père. Vous accomplissez votre tâche. Vous êtes jugé. On vous trouve imparfait. Vous ne montrez aucune faiblesse. Vous ne cherchez aucune excuse. Je me suis cuirassé pour le verdict. Mon attention était entièrement focalisée sur le contrôle de ma respiration. Le silence dans la pièce s'est prolongé, amplifiant le bourdonnement des machines. Le colonel Shaw a terminé sa lecture, son expression demeurant indéchiffrable. Elle a posé le rapport soigneusement sur son bureau, l'alignant parfaitement avec le bord. Elle ne l'a pas regardé à nouveau. Au lieu de cela, elle a levé les yeux, et m'a regardé directement. Le rapport est excellent, Knox. Vous avez atteint l'objectif, a-t-elle dit, sa voix gardant son ton mesuré habituel. Elle a marqué un temps d'arrêt, et, dans ce petit silence, quelque chose a basculé. Sa voix, lorsqu'elle a repris la parole, était plus douce. Mais, je ne vous pose pas de questions sur la mission. Je vous pose des questions, sur vous. Allez-vous bien? La question m'a frappé, avec la force d'un coup physique.
C'était tellement inattendu, tellement en dehors des paramètres de notre relation professionnelle, que mes défenses, pourtant soigneusement construites, se sont effondrées. Allez-vous bien? 3 mots simples. Au cours des 8 années, écoulées depuis mon départ de West Point, et, dans toute ma vie d'avant, personne, en position d'autorité, ne m'avait jamais posé cette question. Mon père m'avait demandé si j'avais suivi les ordres. Il m'avait demandé si j'avais défendu le nom de la famille. Il ne m'avait jamais demandé, ne serait-ce qu'une fois, si j'allais bien. La question a contourné mon intellect, et a frappé quelque chose de profond et d'enfoui, une partie de moi, que je croyais morte, depuis bien longtemps. Une pression brûlante s'est accumulée derrière mes yeux. À ma grande horreur, des larmes ont commencé à perler, débordant et traçant des sillons chauds, sur mes joues froides. C'étaient les premières larmes, que je versais depuis des années. Et, une fois qu'elles ont commencé, je n'ai pas pu les arrêter. Ce fut un sanglot silencieux, et déchirant, une perte totale et humiliante du contrôle, que j'avais travaillé si dur, à maintenir. Evelyne n'a pas dit un mot. Elle n'a pas détourné le regard, et n'a montré aucun signe d'inconfort. Elle a simplement plongé la main dans le tiroir de son bureau, a sorti une boîte de mouchoirs, et l'a poussée à travers le bureau, vers moi. Elle a patienté, donnant au silence, l'espace dont il avait besoin. Lorsque mes sanglots se sont finalement calmés en respiration frémissante, elle a repris la parole, la voix douce. Le général Knox avait tort, Taylor. C'était la première fois qu'elle utilisait mon prénom. Il vous a appris que la force était l'absence de faiblesse. Qu'être vulnérable signifiait échouer. Mais c'est un mensonge que l'on raconte aux soldats pour les rendre efficaces. Ce n'est pas une vérité selon laquelle nous devrions vivre. Elle s'est penchée en avant, son regard étant direct et bienveillant. La vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à faire face à sa propre brisure, et à avoir le courage de se relever malgré tout. Ces mots ont résonné avec une étrange familiarité. Ils étaient les échos d'une voix que j'écoutais en secret depuis des mois. Lors des nuits sans sommeil, quand les fantômes de mon passé se faisaient trop bruyants. J'écoutais des podcasts sur mon téléphone. Le volume réglé très bas. Absorbant les enseignements d'une chercheuse nommée Brené Brown. Elle parlait du pouvoir de la vulnérabilité, expliquant que le courage, ce n'était pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer, tout droit vers elle. Dans cette chambre forte, froide et sans fenêtre, une étrangère, mon commandant, me donnait la validation que ma propre famille m'avait refusée. Elle voyait au-delà de l'agent opérationnel, au-delà de l'atout, et elle voyait la personne. Elle voyait la blessure. Ce jour-là, au cœur de ce monde secret, une graine de rébellion, une détermination silencieuse à me réapproprier ma propre histoire, a enfin commencé à germer. La satisfaction tranquille, que j'ai ressentie en quittant le bureau du colonel Shaw, n'a pas duré longtemps. Quelques heures plus tard, je supervisais un transfert de données, dans une unité de commandement mobile sécurisée, garée près de Fort Liberty, lorsque mon téléphone crypté a vibré. C'était un numéro brouillé, un fantôme d'un passé, que j'avais essayé d'enterrer. J'ai su instantanément de qui il s'agissait. Mon pouce a plané, au-dessus de l'écran. Une lueur de l'ancienne hésitation, de l'ancienne peur, m'a traversé, mais je l'ai écrasé, et j'ai répondu à l'appel. Portant le téléphone à mon oreille, sans prononcer le moindre mot. Un silence, puis sa voix, familière, et pourtant, horriblement changée. Ce n'était pas le ton calme et autoritaire du général Harrison Knox. C'était un rugissement sourd et guttural, vibrant d'une rage à peine contenue. « Mais qu'est-ce que tu fabriques là-bas, Taylor ?» Le son de mon prénom a été un choc. Il ne l'utilisait jamais, à moins d'être vraiment furieux. Le sergent-major Thorne vient juste de m'appeler. Il m'a appelé pour me signaler que ces hommes avaient reçu l'ordre de te saluer. Général Knox, Mahem. À quel genre de mascarade ridicule es-tu en train de jouer? Essaies-tu activement d'embarrasser cette famille? Il n'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas demandé ce que je faisais dans la vie. Sa seule préoccupation était la façon dont mes actions, des actions qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre, se reflétaient sur lui. La rage, les accusations, tout tournait autour de sa réputation. Après toutes ces années, je n'étais toujours qu'un simple problème à gérer, une variable instable, qui menaçait sa parfaite équation de l'honneur. Je suis restée silencieuse.
Mon silence avait toujours été une source de frustration pour lui. Il le voyait comme un défi, comme un refus de m'engager selon ses propres termes. Alors que j'écoutais sa respiration, lourde et haletante sur la ligne sécurisée, j'ai réalisé que mon silence n'était plus motivé par la peur. C'était une stratégie. Le laisser parler. Le laisser se dévoiler. Mon absence de réponse a semblé alimenter sa fureur. « Pour qui te prends-tu » a-t-il craché, ces mots dégoulinant de mépris. Une ratée de West Point, et tu as un sergent-major de commandement, qui te salue. Tu souilles, le nom des Knox. L'accusation était tellement prévisible, et tellement fidèle à son personnage, qu'une clarté froide et tranchante m'a transpercé. L'ancienne douleur, la morsure de sa désapprobation, avait disparu. Elle avait été remplacée par quelque chose de plus dur, de plus froid. Je ne fais que mon travail, ai-je répondu, ma voix étant égale et détachée. Il a lâché un rire court, semblable à un aboiement. C'était un son, fait de pure dérision. Ton travail? C'est quoi ça? Vendre dans un magasin, servir dans un bar? Écoute-moi bien, Taylor. Quel que soit le petit jeu auquel tu joues, ça s'arrête, tout de suite. Je ne sais pas comment tu as obtenu cette habilitation de sécurité, mais je vais tirer cette affaire au clair. Je vais découvrir ce que tu fais, et j'y mettrai un terme. Ne me teste pas. Et c'était là, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il n'était pas simplement indifférent à ma vie. Il y était, activement, hostile. Il menaçait de détruire tout ce que je m'étais construit, non pas parce que c'était mal, mais parce que cela lui était inconnu, que cela échappait à son contrôle, et représentait donc une menace pour son image publique, si immaculée. 8 années de silence. 8 années à ravaler ma vérité. À laisser leur récit me définir comme un échec. 8 années à espérer qu'une partie de lui, qu'une infime parcelle du père que j'idolâtrais autrefois, puisse encore exister. Tout cela s'est évaporé, en cette seule menace venimeuse. Le tremblement de ma main ne venait pas de la peur. Il provenait d'une rage pure et inaltérée, qui semblait aussi nette et tranchante qu'un éclat de verre. Les années de douleur s'étaient finalement cristallisées en quelque chose d'incassable. Vous n'enquêterez sur rien du tout, général, ai-je dit. Ma voix était calme et posée, mais chaque mot était affûté comme une lame de rasoir. Parce que vous n'avez pas l'habilitation requise. J'ai laissé cette idée faire son chemin. Une déclaration de fait qui bouleversait complètement la dynamique de pouvoir sur laquelle il s'était reposé toute sa vie. Et vous feriez bien d'espérer, ai-je continué, savourant le passage de la défense à l'offensive, que je ne décide jamais d'utiliser mon habilitation pour enquêter sur vous. J'ai mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi fut absolu. Mon pouce a appuyé sur le bouton, coupant ainsi le dernier lien toxique avec mon passé. Mes jointures étaient blanches, alors que je serrais fermement le téléphone. La bataille avait commencé, et chaque bataille a besoin d'une arme. Mon arme était en sommeil depuis des années, cachée à la vue de tous, attendant bien sagement, entre les mains de mon propre frère. Après cet appel avec mon père, je n'ai rien fracassé. Je n'ai pas crié. La rage était trop froide, trop pure, pour une libération désordonnée. C'était un bloc de glace, qui se formait dans ma poitrine, solide et lourd. J'ai marché calmement, jusqu'aux toilettes stériles de l'unité de commandement mobile, et j'ai fixé mon propre reflet, dans le miroir en acier poli. J'ai vu le visage d'une femme, qui avait perfectionné l'art du refoulement, un visage qui était devenu un masque, de neutralité professionnelle. Mais cette fois-ci, quelque chose de nouveau, me dévisageait à travers mes yeux. Ce n'était pas de la douleur. C'était de la clarté. Une clarté terrifiante, et absolue. Pendant 8 ans, j'avais permis que mon silence soit interprété comme un consentement. J'avais laissé leur version de mon histoire rester incontestée, un véritable monument érigé à leur honneur, bâti sur les décombres de ma carrière. Mon père venait juste de menacer de démanteler la nouvelle vie que j'avais si minutieusement construite, simplement pour protéger sa propre image. Il avait fait une grave, très grave erreur de calcul. Il avait réveillé la seule chose qu'il croyait avoir enterrée, avec succès, le cadet de West Point, qui croyait davantage en la vérité qu'en la chaîne de commandement. Mais à présent, ce cadet avait accès à des outils qu'il ne pouvait même pas imaginer.
De retour à mon terminal, mes doigts se sont déplacés, avec une rapidité d'experte, sur le clavier. Le cliquetis des touches était le seul son, dans l'air froid et silencieux. Je me suis connecté aux archives d'Orion, un labyrinthe de données cryptées, qui renfermait les secrets des guerres de l'ombre de la nation, et j'ai fait apparaître un vieux fichier inactif. Son nom de code était anodin, presque poétique, le projet Rossignol. C'était le nom que j'avais donné au cadeau offert à Caleb, le jour de sa remise de diplôme, de l'école des aspirants officiers. Pour le monde extérieur, c'était un simple carnet de terrain standard, de couleur vert olive, le genre que chaque soldat transporte, rempli de papier imperméable, pour prendre des notes sous la pluie. Mais mon cadeau avait été modifié. Je me souvenais du jour où je le lui avais donné, debout sur le terrain de parade inondé de soleil. La légère fierté, lisible dans ses yeux, était éclipsée par son désir de plaire à notre père, qui se tenait à proximité. Caleb l'avait accepté avec un air poli, mais désinvolte. « Merci, Frangine » avait-il dit, en feuilletant les pages vides d'un coup d'œil superficiel. Mais je crois que je vais m'en tenir aux méthodes de papa. À l'époque, ces mots n'étaient qu'un affront irréfléchi, la préférence désinvolte d'un fils pour son père. Aujourd'hui, en écoutant ce souvenir résonner dans mon esprit, cela ressemblait à une provocation amère, un rappel d'un fossé qui s'était creusé bien avant les mensonges. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, c'était ce qui, à l'intérieur, restait caché. Plastifié dans l'épaisse couverture arrière, cousu si finement, que c'en était invisible à l'œil nu, se trouvait un disque de données ultra fin, fabriqué en acier filé. Ce n'était pas un simple périphérique de stockage. C'était une clé, un fil de déclenchement numérique. Je l'avais conçu moi-même, au tout début de ma formation chez Orion. Si ce disque était un jour connecté à un réseau non autorisé en dehors d'Orion, comme un ordinateur portable personnel, ou une tablette militaire standard, il enverrait silencieusement un ping à mon serveur sécurisé, m'alertant de son activation. Je ne l'avais pas placé là, comme un piège. Pas à l'époque. Je l'avais mis là, comme une ligne de vie, une porte dérobée secrète. C'était l'espoir désespéré, et insensé, qu'un jour, mon frère, le garçon avec qui je construisais des cabanes dans le jardin, voudrait peut-être connaître la vérité. Que s'il la cherchait un jour, une porte finirait par s'ouvrir. Pendant 8 longues années, cette porte était restée fermée, et verrouillée. Mais l'appel téléphonique de mon père, arrogant et menaçant, venait de m'offrir le levier nécessaire, pour changer tout cela. Je connaissais mon frère. Je devais croire que je le connaissais encore. Il était le fils de son père, discipliné, loyal, respectueux des règles. Mais il possédait aussi la curiosité innée de notre mère, une qualité discrète et persistante, que mon père avait essayé d'éradiquer, en vain. Les événements étranges, survenus à Fort Liberty, allaient certainement le ronger, le salut révérencieux, de la part d'un sergent-major de commandement, le refus officiel de la base, de fournir la moindre information à mon sujet, l'appel téléphonique en colère et évasif, de notre père, qui avait sûrement suivi. Caleb allait se poser des questions, et, quand un officier des forces spéciales commence à poser des questions, il ne s'arrête pas avant d'obtenir des réponses. Ils sont entraînés à retourner chaque pierre, sans exception. Je n'allais pas lui donner la réponse, directement. Ce serait trop facile pour lui, de simplement l'ignorer. Il devait choisir, de franchir la porte par lui-même. Il devait vouloir savoir. J'ai rédigé un message. C'était un message anonyme, envoyé par le biais d'une série de relais cryptés, à travers 3 continents, ce qui le rendait totalement intraçable. Le destinataire était l'un des amis les plus proches de Caleb, au sein de son unité des forces spéciales. Un homme connu, pour sa loyauté inébranlable, mais aussi pour son amour insatiable, d'un bon mystère. Le message tenait en une seule ligne provocatrice. Si vous voulez savoir qui est vraiment le général Knox, posez des questions sur le rapport du lieutenant Miller. West. 2016. J'ai appuyé sur envoyer. Le message s'est évanoui, dans l'éther. J'avais fait ma part du travail. J'avais planté une graine de doute, dans le terrain le plus fertile possible, l'environnement hypermasculin, et alimenté par les rumeurs, d'une unité militaire très soudée. La rumeur trouverait son chemin jusqu'à Caleb. Sa fierté, et sa curiosité, feraient le reste. Avez-vous déjà dû espérer que quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous a déçu, finisse par faire ce qui est juste, lorsqu'il est confronté à la vérité?
C'est la foi que je plaçais en mon frère. Je me suis adossé à ma chaise, le bourdonnement froid des serveurs, imposant un rythme régulier, dans la pièce silencieuse. Je venais de braquer une arme, en plein cœur du mythe, soigneusement construit, de ma propre famille. Maintenant, tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre que mon frère presse la détente. J'ai attendu. Pendant les 3 jours qui ont suivi l'envoi de mon message, il n'y a eu que le silence. Une partie de moi, la partie cynique et meurtrie, a commencé à se demander si j'avais mal calculé mon coup. Je me demandais si l'influence de mon père, l'œuvre de toute une vie d'une mythologie soigneusement façonnée, était plus forte que la curiosité de mon frère. J'imaginais Caleb rejeter la rumeur, réaffirmant sa loyauté envers l'homme qui lui avait tout donné. Cette pensée a laissé un goût amer et familier dans ma bouche. Puis, lors de la 4e nuit, alors que j'étais assise à surveiller des flux satellites, provenant de l'autre bout du monde, une petite alerte discrète a retenti, sur mon terminal sécurisé. C'était une simple ligne de texte, se détachant sur un écran noir, projet Rossignol, activé. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Il avait trouvé la clé. Le message texte anonyme était arrivé sur le téléphone de Dave, l'ami de Caleb, alors qu'il prenait une bière, après une semaine d'entraînement épuisante. Dave le lui avait montré, les sourcils levés. Si vous voulez savoir qui est vraiment le général Knox, posez des questions sur le rapport du lieutenant Miller, West. 2016. Le message a été comme une grenade, jeté directement dans le cerveau de Caleb. Le lieutenant Miller. Il se souvenait vaguement du nom. C'était l'officier supérieur de Taylor, lors du malheureux incident, qui avait conduit à son départ. C'était ainsi que son père l'avait toujours formulé. Un incident malheureux, un échec personnel, de sa part. Mais, la façon dont ce sergent-major de commandement, Thorne, l'avait salué, ce n'était pas ainsi que l'on traitait un incident malheureux. Ça, c'était du respect. Un respect profond et inconditionnel. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. Caleb a essayé de consulter les dossiers officiels de Taylor, bloqués. Il a tenté d'accéder au rapport d'incident de 2016, classifié et scellé. Plus il se heurtait à des murs, plus le doute grandissait, purulent comme une infection. Les mots de son père, lorsqu'il lui a posé la question, avaient été brefs et définitifs. C'est un chapitre clos, fils. Laisse tomber. Cette nuit-là, trouver le sommeil fut impossible. Il a fouillé dans la vieille cantine, au fond de son placard, en sortant de vieux uniformes, et de vieux souvenirs. Tout au fond, il l'a trouvé. Le carnet de terrain vert olive, que Taylor lui avait offert des années auparavant. Il ne l'avait jamais utilisé, préférant toujours ce que son père lui donnait, ce qu'il appelait la référence absolue. Mais maintenant, alors qu'il le tenait en main, la sensation était différente. Il lui paraissait lourd et important. Il a passé son pouce sur la couverture arrière rigide, et a senti une crête subtile et anormale sous le vinyle. Le cœur battant à tout rompre, Caleb a sorti son couteau de poche et a soigneusement fendu la couture. À l'intérieur, niché dans une fine couche de mousse, se trouvait un petit disque, gris acier. Ce n'était pas de l'équipement réglementaire. Il l'a apporté à sa tablette personnelle, les mains tremblantes. Il l'a branché. L'écran a vacillé, puis, un portail d'accès crypté et austère est apparu. Il n'y avait aucun sceau militaire, juste le logo stylisé d'un hibou grand-duc, dont les yeux semblaient le scruter depuis l'écran. En dessous, se trouvaient 2 mots, Division Orion. Il n'avait aucune idée de ce qu'était Orion, mais son instinct lui hurlait que c'était à des années-lumière du niveau d'habilitation d'un simple capitaine de l'armée. Il n'y avait qu'un seul fichier accessible, un PDF scanné. C'était le rapport de fin de mission original du lieutenant Miller, daté du lendemain de l'incident. Caleb l'a lu, et son monde a basculé sur son axe. Il a lu comment le cadet Knox avait correctement identifié une erreur critique de navigation, comment elle avait bravé un ordre incorrect, pour empêcher son escouade de pénétrer dans une zone de tir à balles réelles. Il a lu les propres mots de Miller, faisant l'éloge de ses excellents réflexes, et de son action décisive, sous une contrainte extrême. Il l'avait recommandé, pour une citation. Puis, un deuxième document s'est chargé, à côté du premier. C'était le rapport officiel, celui que son père lui avait montré, il y a des années. C'était une pure invention, détaillant sa prétendue panique, et son imprudence. 2 versions de l'histoire.
L'une était la vérité, l'autre n'était qu'un mensonge, et la signature de son père figurait sur les deux. Un message crypté est rapidement apparu sur la tablette de Caleb. C'était un ensemble de coordonnées, pour un restaurant ouvert 24 heures sur 24, à la périphérie de Fayetteville, et 3 heures du matin. J'y étais 20 minutes en avance, assise dans une banquette en vinyle craquelé, dans le coin du fond, sirotant lentement, une tasse de café noir. L'endroit empestait la graisse rance, et le désinfectant. Il est arrivé, exactement à l'heure. Caleb s'est glissé dans la banquette face à moi, le visage pâle, les yeux écarquillés, par un mélange de colère et de confusion. Il avait l'air brisé. Il ne m'a pas salué. Il a simplement posé sa tablette sur le dessus de la table collante. L'écran brillait encore, affichant les deux rapports contradictoires. « Qu'est-ce que c'est que ça, Taylor » a-t-il demandé, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque, tremblant sous l'effort fourni, pour parler tout bas. « C'est quoi ce bordel ?» Je l'ai regardé. Mon frère, le garçon prodige, dont le chemin avait toujours été si droit et si clair. Maintenant, pour la toute première fois, il était perdu. Je n'ai pas répondu à sa question. Je n'en avais aucunement besoin. Il avait déjà la réponse. J'ai simplement soutenu son regard, ma propre expression restant indéchiffrable. C'est ça le choix, Caleb, ai-je dit, ma voix étant calme, mais ferme. Ça a toujours été le choix, entre l'héritage de papa et la vérité. J'ai laissé les mots planer dans l'air entre nous, lourds et tranchants. Tu as passé toute ta vie à vivre selon le premier. Maintenant, la question est de savoir, veux-tu connaître la seconde ? Il m'a dévisagé, sa mâchoire se contractant silencieusement. Les fondations entières de son monde, le socle même de son identité, venaient d'être brisées en éclats. Pour la première fois, dans sa vie parfaite et dorée, mon frère ne savait pas comment répondre. Caleb avait fait son choix. Nous n'avons pas porté cette affaire devant un tribunal militaire. Une cour martiale aurait été un spectacle public, un véritable cirque pour les médias. J'avais organisé tout autre chose, quelque chose de plus discret, de plus froid, et de bien plus terrifiant, pour un homme comme mon père. Cela s'appelait officiellement une audience d'intégrité procédurale, devant le Conseil fédéral d'examen de la sécurité. Officieusement, c'était un procès, tenu au cœur même du gouvernement de l'ombre. La salle d'audience était située dans un SIF, une installation sécurisée pour les informations compartimentées, profondément enterrée, sous un bâtiment annexe, à Washington D.C. Aucune fenêtre, des murs insonorisés, et une seule, lourde porte en acier. C'était un endroit où les carrières et les légendes venaient mourir en silence. Mon père, le général à la retraite Harrison Knox, a été convoqué. Il est entré, avec la confiance inébranlable, d'un homme qui croyait que le système avait été construit pour le protéger. Il voyait cela comme un malentendu bureaucratique, un désagrément mineur qu'il pouvait éteindre, avec sa réputation, et quelques appels bien placés. Son uniforme d'apparat était immaculé, les rangées de rubans sur sa poitrine, témoignant d'une vie entière de victoires célébrées. Il s'est assis à la table en face de nous, Caleb et moi. Le regard qu'il nous a lancé n'était pas empreint de colère, mais d'une profonde déception paternelle, comme si c'était nous qui l'avions trahi. Ce qu'il ignorait, c'est que ce n'était pas sa scène à lui. 3 des 5 membres du conseil, assis en bout de table, étaient des officiers supérieurs d'Orion, dont le colonel Shaw. Ils n'étaient ni des généraux, ni des politiciens. Ils étaient des analystes, des cryptographes, et des stratèges. Des gens qui ne répondaient pas à une chaîne de commandement, mais à la logique froide, et implacable, des données vérifiables. L'audience a commencé. Je suis restée assise, ma voix étant calme et dépassionnée, lorsqu'on m'a invité à présenter les preuves. Je me sentais comme un automate, exécutant simplement un programme. Une par une, les pièces à conviction ont été affichées, sur les écrans de la pièce. Premièrement, le rapport élogieux et original du lieutenant Miller, relatant mes actions à West Point. Deuxièmement, le rapport falsifié, qui avait mis fin à ma carrière. Troisièmement, les journaux d'accès numérique des serveurs de West Point, montrant une connexion, et la modification d'un fichier, depuis une adresse IP tracée jusqu'à notre maison familiale, sous l'identifiant Harrison Knox 42. Et enfin, le fichier audio. La voix de mon père a empli la pièce silencieuse. Un enregistrement de l'appel téléphonique menaçant, survenu quelques semaines auparavant. Je vais découvrir ce que tu fais,
et j'y mettrai un terme. Ne me teste pas. Le membre principal du panel, un homme au visage sévère, que je ne connaissais que sous le nom de président, s'est tourné vers mon père. Général Knox, contestez-vous l'authenticité de ces preuves? La confiance de mon père avait commencé à s'effilocher sur les bords, mais il a tenu bon. Il s'est raclé la gorge. Je ne conteste pas, avoir modifié ce rapport, a-t-il admis, d'une voix assurée. Il s'est redressé sur sa chaise, tentant de réaffirmer son autorité. Il a regardé, non pas le conseil, mais les officiers militaires présents dans la pièce, ses pairs. J'ai fait ce que n'importe quel dirigeant aurait fait, a-t-il déclaré, son ton basculant vers celui qu'il utilisait pour ses discours. J'ai pris une décision de commandement difficile, afin de protéger l'intégrité de la chaîne de commandement, ainsi que l'honneur d'un jeune officier prometteur. Il y a des moments où la vérité doit être gérée, pour le bien commun. C'était un sacrifice nécessaire, un sacrifice nécessaire. Les mots ont flotté dans l'air stérile, obscène, dans leur piété égoïste. Il essayait de faire passer la destruction de l'avenir de sa propre fille, pour un acte noble et stratégique. La pièce était absolument silencieuse. Je pouvais sentir Caleb vibrer, d'une rage si intense, que cela ressemblait presque à une force physique, à mes côtés. C'est à ce moment-là que mon frère s'est levé, sa chaise frottant contre le sol, produisant un son grinçant et laid, dans le silence ambiant. Tous les regards se sont tournés vers lui. Sa voix, lorsqu'il a parlé, tremblait d'émotion, mais elle était claire et forte. Un sacrifice nécessaire? La voix de Caleb s'est brisée. Le seul sacrifice qui a été fait, dans cette pièce il y a 8 ans, c'était celui de ma sœur. Elle a sacrifié sa carrière, son avenir, son rêve, tout ça, pour avoir dit la vérité. Vous, a-t-il dit, sa voix baissant d'un ton, alors qu'il pointait un doigt tremblant, en direction de notre père. Vous, général, vous avez sacrifié votre fille, pour un mensonge. Il s'est rassis, ayant dit ce qu'il avait à dire. Le silence est revenu, plus lourd cette fois-ci. Puis, j'ai pris la parole. Ce serait la seule fois où je parlerais pour moi-même, durant toute l'audience. Ma voix était calme, tranchante, et elle a porté dans chaque recoin de la pièce. Vous nous avez appris que l'honneur était primordial, monsieur, ai-je dit, m'adressant directement à mon père. Il semble que votre définition de l'honneur n'inclut pas la vérité. Le président n'a pas délibéré. Le verdict avait, d'ores et déjà, été décidé. Il a regardé mon père, son visage formant un masque impassible. Général Harrison Knox, ce conseil conclut que vous avez sciemment et volontairement falsifié un rapport officiel de l'Académie militaire des États-Unis, et qu'ensuite, vous avez utilisé votre position pour intimider un agent fédéral. Avec effet immédiat. Ce conseil recommande au département de l'armée que vous soyez dépouillé de tous vos titres honorifiques de post-retraite. Votre habilitation de sécurité est définitivement révoquée. Il a ensuite tourné son regard vers moi. Les conclusions initiales, concernant le cadet Taylor Knox, doivent être radiées. Son dossier doit être restauré, et scellé au plus haut niveau de classification, avec effet immédiat. Cette audience est levée. C'était fini. Mon père est resté assis là, la bouche légèrement entr'ouverte. La couleur avait déserté son visage, laissant derrière elle, une pâleur grise et cireuse. Le titan, la légende, l'homme qui avait commandé des armées, et façonné l'histoire, semblait, pour la première fois de sa vie, complètement minuscule. Il avait été vaincu, non pas par une armée ennemie, mais par une vérité qu'il avait tenté d'enterrer, mise en lumière, par les enfants qu'il avait méprisés, et trahis. Le verdict a été rendu. L'affaire était close. Alors que la lourde porte, de la salle d'audience, claquait derrière nous, l'adrénaline s'est dissipée, remplacée par un profond silence résonnant. Nous avions gagné, mais je savais que la véritable guerre, celle qui faisait rage à l'intérieur de notre famille, ne faisait que commencer. Caleb et moi, sommes sortis du bâtiment gouvernemental stérile, pour retrouver l'air humide de l'après-midi à Washington DC, sans échanger le moindre mot. Le ciel, d'un gris de plomb uniforme, était le reflet parfait de notre humeur commune. Il n'y avait aucun sentiment triomphal de victoire, aucune libération cathartique, comme j'avais peut-être pu l'imaginer follement. L'adrénaline de l'audience s'était évaporée, ne laissant derrière elle qu'un épuisement profond et creux. Nous avions gagné. Nous avions déterré la vérité, et avions tenu notre père pour responsable,
sous une forme qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais, en agissant ainsi, nous l'avions aussi complètement perdu. Nous avions perdu l'idée de lui, la grande et héroïque illusion familiale, à laquelle nous nous étions accrochés, de différentes manières, tout au long de nos vies. Nous sommes retournés en voiture, jusqu'à mon petit appartement à Arlington, peu meublé, dans un lourd silence. Ce calme n'était pas du tout inconfortable. Il était nécessaire. C'était le vaste espace vide, laissé derrière soi après une détonation. Un espace, pour assimiler le changement sismique, qui venait d'altérer, de façon permanente, le paysage de nos vies. Nous avions abattu un titan. Mais dans sa chute, c'est la structure entière de notre monde, qui s'était effondrée avec lui. Ce soir-là, alors que j'étais assise, regardant fixement les lumières de la ville à travers ma fenêtre, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro, que je connaissais par cœur, but que je n'avais pas enregistré. Notre mère. Ma main a hésité. Puis, j'ai répondu, mon cœur étant devenu une pierre froide, dans ma poitrine. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a ni crié, ni hurlé de rage, ce qui, d'une certaine manière, aurait été plus facile à supporter. Sa voix était monocorde, cassante, avec un chagrin, qui avait tourné au reproche. C'était la voix d'une femme, qui choisissait son camp. Tu l'as détruit, a-t-elle déclaré, sans aucun préambule. Après tout ce qu'il a fait pour ce pays, pour cette famille, tu as absolument tout détruit. L'accusation était tellement prévisible, et tellement alignée avec toute une vie passée à entretenir son mythe, qu'elle ne m'a même pas blessé. Elle m'a juste fatigué, une lassitude profonde au niveau de l'âme, qui s'est installée jusque dans mes os. Non, maman, ai-je répondu, ma propre voix étant calme et posée. Cette famille a été détruite, il y a très longtemps. Nous avons juste allumé la lumière. J'ai mis fin à l'appel, avant même qu'elle ne puisse répondre. Une certitude profonde et douloureuse s'emparant de moi. C'était, très probablement, la toute dernière fois que je lui parlais. La dernière porte venait de se refermer. Quelques jours plus tard, Caleb est apparu à ma porte. Il était en tenue civile, vêtu d'un simple t-shirt gris et d'un jean, et il semblait plus jeune, beaucoup moins accablé, que je ne l'avais vu depuis des années. Il est entré, ses yeux balayant mon petit salon, et, sans prononcer un mot, il a déposé ses barrettes de capitaine, sur ma petite table de cuisine. L'argent poli brillait sous le plafonnier, paraissant totalement déplacé, au milieu de mes tasses à café. J'ai demandé une mutation, a-t-il dit, sa voix étant calme mais ferme. Je quitte les forces spéciales, pour intégrer une unité d'intégration de système, au Pentagone. C'est un travail de bureau. Je l'ai regardée, stupéfaite et réduite au silence. C'était son rêve, l'aboutissement même de toute son existence. Pourquoi, Caleb? Tu as travaillé toute ta vie, pour ça. Tu l'as mérité. Il a secoué la tête, un sourire triste et complice, effleurant ses lèvres. Il a baissé les yeux sur l'insigne, posé sur la table, comme s'il s'agissait d'une relique, d'une autre vie. Je ne peux plus porter ça, Taylor. Pas sans penser à ce que cela t'a coûté. Pas en sachant pertinemment que ça faisait partie d'un héritage que notre père a bâti sur un mensonge. Il a croisé mon regard, et, pour la toute première fois, je n'ai pas vu le garçon prodige, mais l'homme qu'il devenait, un homme de principe. Je veux construire mon propre héritage, un héritage basé sur la vérité, en partant de zéro. Il a fait glisser les barrettes d'argent, à travers la table, vers moi. Elles t'appartiennent. C'est toi, qui as incarné le code. Une vague d'émotions, de chagrin, d'amour, et un sentiment écrasant de gratitude, ont menacé de me submerger, mais j'ai refoulé tout cela. J'ai repoussé l'insigne, vers lui. Non, Caleb, elles n'appartiennent à personne. Ce ne sont que des morceaux de métal. La vraie valeur, le véritable honneur, résidant dans la personne qui les porte, et cette personne, c'est toi. Nous sommes restés assis là, dans un silence confortable. Les vérités inexprimées de notre passé, s'étaient finalement posées, entre nous. Le silence, n'était ni vide, ni gênant. Il était empli, de compréhension. Dans les décombres de notre ancienne famille, nous avions trouvé les fondations, d'une nouvelle. Nous étions désormais, une unité de deux, une famille d'adoption forgée dans une douloureuse vérité, que nous partagions. J'ai su, à cet instant précis, à quoi ressemblerait notre avenir.
Les fêtes de fin d'année seraient calmes, juste nous deux. Peut-être avec une pizza à emporter, et un film loué, au lieu d'un grand dîner formel. Il n'y aurait plus d'appels téléphoniques, passés par devoir, à nos parents. La maison familiale à Fayetteville était devenue un pays étranger, que nous ne visiterions plus jamais. Et pourtant, en regardant mon frère, un profond sentiment de paix m'a envahi. C'était une paix austère, et solitaire, mais elle était bien réelle. Elle était à nous. Nous avions tracé une ligne, dans le sable, avec du feu. Et, pour la toute première fois de notre vie, nous nous tenions tous les deux, du bon côté, le côté sûr, celui où résidait la vérité. 6 mois plus tard, les contours tranchants du passé avaient commencé à s'adoucir. Caleb s'est installé dans son nouveau travail de bureau, au Pentagone, travaillant dans le même vaste complexe que moi, bien que dans un monde différent, un monde non classifié. 1 ou 2 fois par semaine, nous nous retrouvions pour déjeuner, prenant des gyros ou des tacos, dans l'un des food trucks qui bordaient les rues voisines. Nous parlions de choses normales, d'un film qu'il avait envie de voir, d'un bug frustrant dans une mise à jour logicielle, de l'équipe de football des Commandés de Washington, perpétuellement décevante. Nous ne parlions jamais de nos parents. Nous n'en ressentions aucunement le besoin. Leur absence était devenue une part tranquille et normale de notre nouvelle réalité, un silence qui était apaisant plutôt que pesant. Par un après-midi ensoleillé, alors que nous terminions notre déjeuner, Caleb a plongé la main dans sa poche et a déposé un petit pins, simple et en argent, sur la table entre nous. C'était un bouclier massif et sans ornement, sans aucun mot, ni grade, inscrit dessus. J'ai fait fabriquer ça, a-t-il dit, la voix douce. Ce n'est pas un grade. C'est l'insigne de notre unité. L'unité Knox. Je l'ai ramassé. Il pesait lourd dans ma paume, solide et bien réel. J'ai senti une douce chaleur se répandre dans ma poitrine, un sentiment tellement peu familier, qu'il m'a fallu un instant pour l'identifier comme de la joie. Je l'ai épinglé à l'intérieur de ma veste, tel l'emblème secret de notre nouvelle allégeance. 1 semaine plus tard, je me préparais pour une nouvelle mission, une affectation à long terme, à l'étranger. Avant de partir, j'ai fait une promenade, jusqu'au National Mall. Je me suis senti attiré par le mémorial des vétérans du Vietnam, un endroit que je n'avais pas visité, depuis des années. J'ai marché le long du mur en granit noir poli, mes doigts traçant les milliers de noms, gravés sur sa surface. Chaque nom était une histoire, un sacrifice, un héritage. Mon père avait toujours été obsédé par l'héritage, mais le sien n'était qu'un monument creux, bâti sur du sable, une image polie à l'extrême, pour masquer le vide intérieur. En fixant ce mur, en observant la dignité silencieuse de ces noms, j'ai finalement compris. Un véritable héritage, ce n'est pas ce que les gens disent de vous, de votre vivant. Ce n'est pas une question de titre, ou d'honneur, ni même les histoires que vous racontez sur vous-même. Un héritage, c'est la somme de vos actions discrètes. Les bons choix que vous faites, quand personne ne vous regarde. C'est la vérité que vous laissez derrière vous, pour que les autres puissent bâtir dessus. L'héritage, ce n'est pas ce que l'on hérite, c'est ce que l'on crée. Mon vol de départ se faisait à bord d'un avion de transport CE-130, depuis la base aérienne d'Andrew. Il n'y avait personne sur place, pour me voir partir. Pas d'adieu larmoyant. Il n'y avait que moi, et une poignée d'autres professionnels discrets, en route vers notre prochaine affectation. Alors que l'avion s'arrachait lourdement du sol, pour prendre les airs, j'ai regardé en bas, le vaste paysage de l'Amérique, qui rétrécissait sous mes pieds. La colère que j'avais portée, pendant si longtemps, avait disparu. La douleur profonde et lancinante, avait disparu. À leur place, se trouvait une quiétude absolue. J'ai pensé à Caleb, commençant sa nouvelle vie, bâtissant son propre héritage. J'ai pensé au colonel Shaw, la femme qui m'avait demandé si j'allais bien, et qui, ce faisant, m'avait donné la permission de guérir. J'ai glissé la main, à l'intérieur de ma veste, et j'ai senti le poids froid, et massif, du pins en argent. Ils étaient ma famille, à présent. Ils étaient mon héritage. On dit souvent, que voler, c'est être libre. Mais pour moi, c'était bien plus que ça. C'était la paix. Le genre de paix que l'on ne vous donne pas, le genre pour lequel, vous devez vous battre, bec et ongles. Le ciel devant moi était vaste et ouvert, comme une ardoise vierge. Et, pour la première fois, depuis très, très longtemps, je n'avais pas l'impression de fuir quoi que ce soit.
Je volais, vers moi-même. Ce jour-là, au-dessus des nuages, j'ai réalisé que mon histoire n'était pas celle de la famille que j'avais perdue, mais celle de la famille que j'avais construite, avec Caleb, avec le colonel Shaw, et, avec moi-même. C'était l'histoire de la découverte de ma propre vérité. Et peut-être que vous aussi, vous avez une histoire comme celle-là. Un moment où vous avez dû choisir votre propre chemin, une époque où vous avez dû redéfinir ce que la famille et l'honneur signifiaient pour vous. Si mon parcours a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Votre histoire compte, et en nous rejoignant, vous nous aidez à partager davantage de récits de résilience et d'espoir. Merci de m'avoir écouté.